La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse. Et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle aujourd'hui, séries et expositions. La Grande Table Critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un patriarche, une matriarche, des daguerréotypes et des manuscrits. Après le journal à 12h55, nous parlerons d'exposition. Écrire, c'est dessiner au Centre Pompidou-Metz. Et enfin, le cinéma au Musée d'Orsay à Paris. Mais pour l'heure, nous parlons de l'actualité des séries. Je suis en ligne avec Olivier Joyard, critique, auteur et réalisateur de documentaires, et en studio avec Théo Ribeton, critique aux Inrocks. Dans quelques instants, nous parlerons de Nona et ses filles, de Valérie Donzelli sur Arte. Mais tout de suite, la troisième saison d'une série devenue mythique en peu de temps, l'américaine Succession. I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move. You're the #1 trending topic, ahead of tater tots, and the Pope followed you. Right. No, Great. I don't Thanks, think this Greg. is a Pope. My family have disappeared. I need to know where everyone is and what everyone's thinking. There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure. And I'm the real you. You sound deranged. Produite par HBO, Succession est née en 2018, créée par le Britannique Jesse Armstrong. Au cœur, Logan Roy, fondateur et maître d'un empire américain des médias et du divertissement, richissime patriarche, père de 4 enfants. Au début de la première saison, il flanche, tombe malade et déclenche alors un processus sanglant de disputes, alliances et stratégies qui se joue entre sa femme, ses enfants et ses fidèles collaborateurs. Chaque épisode, très théâtral, sacrifie ses personnages et les réinstitue au gré de dialogues impitoyables, le tout dans des décors de la classe ultra riche, bureaux vitrés, penthouse new-yorkaise, villégiatures diverses et yachts luxueux. Si vous n'avez jamais vu la série et que vous comptez la voir bientôt, gardez cette émission pour une future écoute parce qu'on va en dire beaucoup sur les 2 premières saisons. Nous sommes donc au seuil de la saison 3, diffusée en ce moment sur OCS. La tension entre Logan Roy et son fils Kendall est à son paroxysme alors que ce dernier a décidé de se retourner contre lui en collaborant avec les autorités dans une enquête ouverte pour corruption et violence au sein de l'entreprise, la fameuse affaire des croisières. La famille a apparemment explosé en 2 camps bien distincts. Olivier Joyard, qu'est-ce qu'on en pense à ce stade de Succession ? À ce stade, c'est une série qui me rattrape toujours en réalité parce que j'ai commencé un peu timidement à la regarder il y a maintenant plus de 2 ans et j'étais assez sceptique dans mon premier rapport à cette série. Je pense que c'est presque volontaire de la part des créateurs, ou en tout cas c'est les raisons d'aimer cette série, elles sont à la fois évidentes et un peu compliquées. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les séries, c'est une sorte de manière très basique des personnages, des personnages que j'ai envie d'admirer ou que j'ai envie au moins de comprendre. Et là, c'est vrai que ce sont des gens que j'ai un peu de mal à comprendre. Ce sont donc une famille richissime avec tous les affects sont ultra violents entre eux et en même temps, j'ai peu à peu retrouvé le fil de mon plaisir de spectateur de série en regardant cette série. Je dirais même presque que elle nous sauve de quelque chose qui serait la fin d'une certaine manière de raconter les séries et de les présenter aux spectateurs. Donc en fait, ça m'a. Je suis surtout sur cette saison 3, toujours aux aguets quand on regarde Succession. C'est vraiment quelque chose que on peut raconter l'histoire. C'est-à-dire on peut raconter cette histoire, disons, shakespearienne entre un père et un fils et puis une famille, mais au fond, tout est remis en jeu tout le temps, en fait, presque scène par scène. Moi, je pense que c'est presque impossible à raconter. D'un certain point de vue, c'est Plus belle la vie. C'est un soap, mais un soap haute couture, disons. Théo Ribeton. Eh ben,
Moi, je trouve ça marrant que les mots que vous avez prononcés, à la fois Lucie et Olivier, vous avez parlé de sacrifier les personnages là, à l'instant de remettre en jeu les choses tout le temps. Et en fait, c'est un peu moi mon problème avec cette série. C'est que j'ai l'impression qu'elle repose sur un processus très répétitif, qui a un propos qui est pas vraiment un propos, qui est plutôt un programme ou un menu et qui est ridiculiser ces personnages. Donc ils vont avoir quand même des moments de gloire ou des moments de dignité, des moments où on peut les trouver assez beaux, assez touchants. Mais c'est simplement parce que c'est un processus qui se fait en plusieurs temps et donc on va d'abord avoir des situations qui vont les amener à avoir des hautes espérances. Donc typiquement quand l'un ou l'autre des enfants va s'imaginer temporairement désigné comme successeur et donc qui va donner provisoirement l'apparence de la maîtrise, de la domination. Et puis ensuite à l'intérieur de cette première phase, il va naître un peu de morgue, un peu d'orgueil, un peu de goguenardise. Ils ont un peu la victoire amère, quoi. Et donc là, on commence à ricaner par avance, à jouir du désastre annoncé. Et puis finalement, ils se font humilier, généralement par leur père, ou alors par une humoriste, comme c'est le cas de Kendall dans un des épisodes de cette saison. Et j'ai vraiment l'impression de voir vraiment la série tisser et détisser ça en permanence, ce que je trouve assez répétitif et ce que je trouve surtout très, très programmatique d'une manière qui fait que j'entre pas vraiment dans le bain, dans l'eau de la fiction parce que j'ai un désagréable sentiment que on m'offre ce spectacle pour lequel je suis venu. Il y a un côté un peu du pain et des jeux, on aime les voir se faire humilier. J'ai souvent l'impression bizarre devant Succession que je sens la présence des autres spectateurs autour de moi qui sont en train de s'amuser de ça en même temps. Enfin, c'est un spectacle pour lequel je crois il y a une forte demande actuelle parce que c'est une obsession contemporaine, la décadence des élites. C'est une obsession vieille, hein, on ne va pas réinventer Dallas, ça a toujours été là, mais c'est très vivace actuellement. Et j'ai l'impression que la série se livre assez bassement à la satisfaction de ce spectacle. Et voilà, j'entre pas vraiment dans son monde comme je peux entrer dans le monde de certaines séries avec des sujets proches. Je suis pas sûre que ce soit si simple que ça, la manière dont la série, par exemple, prend en charge ses personnages et vous dites qu'elle les ridiculise. Moi, je trouve qu'il y a toujours une part de sublime. Pour le coup, on parle beaucoup de Shakespeare, on compare énormément Succession aux pièces shakespeariennes. Moi, ça me fait beaucoup penser à Victor Hugo, bon, il y a un lien évidemment, dans la manière de rendre les personnages grotesques, ce mélange de sublime absolu et de ridicule total. C'est les monstres hugoliens. Ce sont tous des personnages qui ont une part de sublime, y compris par exemple ce gendre, donc, qui est le mari de Shiv, qui s'appelle Tom, qui est un personnage apparemment totalement ridicule et qui en fait a des scènes, c'est aussi un acteur incroyable qui vient du théâtre, je crois du théâtre anglais, qui a des scènes où vraiment il est profondément aimable parce qu'il est profondément admirable. Olivier Joyard, qu'est-ce que vous pensez de l'opinion de Théo ? Je m'en suis détaché de l'opinion de Théo. J'ai pensé la même chose que Théo dans mes premiers rapports avec la série et vraiment c'est très étonnant parce qu'effectivement c'est une série ultra répétitive. Moi je pense que la clé elle est dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une forme de grotesque qui est, en fait, il faut considérer Succession comme une comédie. C'est-à-dire qu'on peut... ou une tragicomédie, bon, on peut le dire comme on veut, mais en réalité, tous les auteurs, enfin l'auteur principal qui s'appelle Jesse Armstrong, qui est anglais, il vient de The Thick of It, qui était une série de Armando Iannucci, qui est le créateur de VIP, qui était sur HBO, une série américaine sur une vice-présidente un peu qui faisait n'importe quoi, en gros. Donc là, la satire était plus évidente, mais je pense ça vient vraiment de cette tradition-là. Il y a des citations qui sont assez directes pour moi de The Office, avec ces petits zooms avant assez constants sur les personnages. C'est un style qui est né, je dirais, il est né il y a longtemps, mais vraiment qui s'est singularisé dans les années 2000. Donc c'est pas spécialement contemporain sur cette façon-là de filmer, mais moi c'est vraiment cette clé-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a comme une bille noire de l'époque qui se révèle à nous, mais avec je pense qu'il y a une puissance satirique quand même dans Succession qui la sauve de devenir vraiment vaine, parce que réellement il y a cette façon de nous rattraper à chaque fois en nous mettant au bord du précipice, par exemple cette saison, le prochain épisode qui va être diffusé, le 7e, pour moi est un vrai sommet qui ramène la série. C'est une série qui pour moi en fait réhabilite aussi le concept de l'épisode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'une manière générale, les séries sont plutôt des mini-séries. Enfin, il y en a beaucoup, en tous les cas. Netflix a beaucoup instauré ça. Des séries d'une saison, des histoires qui se déroulent sur des gros films, en fait. Des gros films coupés en tronçons. Là, en effet, c'est pas du tout le cas. Là, on revient vraiment à une tradition absolument qui est sérielle, qui est l'essence même de la télévision.
Et puis avec un art du dialogue qui est quand même assez impressionnant et qui donne lieu à des conversations. Je pensais à ça ce matin en venant, que c'était un peu comme si le syndrome de la Tourette, qui est cette espèce de syndrome pathologique où on insulte les gens, on dit des choses très vulgaires, devenait un mode de communication normal. Et entre eux, entre les personnages, tout se passe de cette manière qui est complètement pathologique et qui donne une forme assez singulière quand même à la série Théorie. Alors moi je trouve que la série a pas tranché sur la manière dont elle écrit ses dialogues, parce que j'ai l'impression que de scène en scène, on va avoir deux régimes différents, parce qu'elle se laisse quand même aller à la tentation de la répartie fulgurante et de la punchline assez régulièrement, mais que grosso modo, l'arrière-fond de ça, c'est plutôt que les personnages sont vraiment des enfants mal dégrossis qui savent pas s'exprimer, qui n'arrivent pas vraiment à se sortir de leur conflit parce qu'ils n'ont pas du tout l'agilité intellectuelle et verbale qu'ils nécessiteraient. Qu'un spectacle qui se tient, mais que des fois elle démentit par d'autres partis pris. Mais moi je voudrais juste revenir sur ce que disait Olivier sur le côté comique, tragicomique, moi je trouve que la bouffonnerie de la série elle est un peu insuffisante justement. Je trouve qu'elle se dilue beaucoup dans son espèce de réalisme vitrifié. Je trouve que la série est quand même un peu trop bien arrangée. Il y a une autre série à laquelle je pense beaucoup quand je regarde Succession et qui a mis du temps à lancer sa saison 2, qui doit démarrer bientôt, et qui est vraiment une série qui aurait pu s'appeler Succession aussi, qui raconte la même histoire, qui est The Righteous Gemstones, qui est cette série sur cette famille de télévangélistes superstars, et avec pareil un patriarche qui est joué par John Goodman et qui va gérer sa succession entre des enfants qui sont un peu dégénérés, et avec Danny McBride qui est un peu dans le rôle équivalent à celui de Jeremy Strong. Désolé, mais je trouve que ça fait déjà un peu plus rêver. Et je trouve que c'est une série, The Righteous Gemstones, qui assume un grotesque qui aurait dû être celui de Succession et qui me manque un peu dans Succession. Olivier Joyard, un dernier mot. Je suis plutôt, j'ai plutôt envie de vraiment défendre en fait Succession maintenant dans sa montée en puissance et dans la façon dont elle a vraiment, pour moi c'est quand même une série de l'époque. Alors évidemment c'est un peu banal de dire ça, enfin c'est l'évidence même quand on scoltine des sujets comme ils scoltinent, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir et l'impunité, parce qu'au fond c'est de ça dont il s'agit. Moi je la mettrais un peu en lien avec The White Lotus qu'on a pu voir cet été sur OCS, qui était aussi une vision extrêmement différente. C'était Mike White, une vision des riches vacanciers américains dont la singularité était de mettre toujours en parallèle ces riches vacanciers américains avec le personnel de l'hôtel, disons les classes sur lesquelles ils se vautraient d'une certaine façon. Ici, il n'y a jamais de hors-champ réellement dans Succession. C'est ce qui rend la série étouffante et c'est ce qui la rend, je pense, assez fascinante, parce qu'en réalité, on se dit qu'on n'en sortira jamais. Un dernier mot, Théo ? Non, mais alors très rapidement sur le hors-champ, moi je voudrais te dire la chose que j'apprécie dans Succession, et le point sur lequel je trouve qu'elle ressemble un peu à une ethnographie, c'est les lieux et le déplacement entre les lieux. Il y a vraiment cette idée d'une espèce de déplacement perpétuel, un balai un peu captivant, d'une coulée permanente de jets privés et de vannes à vitres teintées, voilà, comme si un mouvement perpétuel dans un cocon d'intérieur cuir. Et en fait, souvent les points de rupture de la série, c'est les moments où ce truc se rompt. Il y a cette scène où Alan Ruck, le fils aîné, se plaint à son père qu'il a dû voyager en avion dans un vol commercial. On devine qu'il a probablement voyagé en première classe, mais il a dû faire peut-être un peu la queue, aller chercher ses bagages. Aller à l'aéroport. Et c'est intolérable pour lui. Et je trouve que ce sentiment-là, je trouve que la série traduit quand même une bonne physicalité de la richesse. Ça, je le sens. Mais par contre, voilà, je trouve que par-dessus, il y a un spectacle humain qui est assez programmatique et vil, et où là, j'entre moins. Voilà, j'ai pas cette ethnographie, et moi j'attends beaucoup des séries qu'elles me fournissent des ethnographies. Et Succession m'a un peu déçu à cet endroit-là. Succession, c'est donc sur OCS, la saison 3 est en cours. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec Nona et ses filles de la réalisatrice Valérie Donzelli, d'ores et déjà en ligne sur Arte TV et qui sera diffusée sur la chaîne début décembre. Nona, c'est Miu Miu. Elle a 70 ans, elle vit à la Goutte d'Or dans le nord de Paris. Elle travaille dans un planning familial, elle a un amant et elle a élevé seule 3 filles, 3 triplés. Virginie Ledoyen interprète celle qui est devenue une bourgeoise mère de famille, Clotilde M, la sexologue libre de toute attache, et Valérie Donzelli elle-même, l'éternelle thésarde qui vit toujours chez sa mère. Un jour, Nona apprend qu'elle attend un bébé.
Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. J'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte et c'est vraiment une catastrophe. Vous savez pas ce qu'est la contraception? Maman. C'est la merde. Vous venez de quelle planète? Maman est enceinte. Quoi? J'ai toujours été ton amant, et ben je resterai ton amant. Bon, écoute, c'est toi la psy. Arrête avec ça, je suis pas psy, je suis sexologue. Ça n'a rien à voir. J'ai la dose pour aujourd'hui. Gabriel, ça c'est toi qui t'en occupes. 1, 2, 3. La prochaine fois, je distribue. J'ai un super jeu. Comme d'habitude. Je viens de croiser une bombe. C'est sa femme de maman. Il est hyper cul. Vous savez quoi, les filles? On va s'installer ici, avec elle. Et hop, tout le monde rue Poulet. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Tout presque se passe dans l'appartement de Nona rue Poulet, un espace foutraque à recoins, lit improvisé, où tout ce petit monde, filles, petits-fils, sages-femmes, amants au pluriel, vont se retrouver le long de 9 épisodes d'une demi-heure chacun, réalisés tous par Valérie Donzelli. Théo Ribeton. Donc moi j'ai pas grand chose à retenir, à sauver de cette série qui m'a un peu déplu de bout en bout. Donc on va avoir un élément qui emporte le récit initialement, qui est la grossesse mystérieuse d'une femme de 70 ans, mais qui va en fait être un peu un prétexte, parce que en réalité on fait pas mal de surplace sur cet aspect de l'intrigue. On évacue sans tout à fait l'évacuer la question de sa magie. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est une donnée qui reste assez inerte et statique pendant la majeure partie de cette saison. Mais par contre, autour, il va se passer beaucoup de choses autour de ces filles qui vont donc emménager chez elles. Et donc, du coup, va se créer autour de ce lieu une tentative de synthèse, en fait, assez surchargée sur la maternité et la condition féminine, dont les 3 filles vont incarner un visage. Je dirais pas qu'il y a une volonté d'exhaustivité, mais il y a comme ça une manière d'énumérer quoi, les sujets, les sujets de débat contemporain autour de la maternité et d'en faire de la fiction. Bon, moi, je trouve que la série a à la fois beaucoup de fantaisie et beaucoup de gravité, et que en fait, elle va claudiquer entre une fantaisie et une gravité qui sont aussi empruntées l'une que l'autre. Moi, je trouve qu'il y a un peu aucun registre qui fonctionne vraiment, et dans cette espèce de surcharge de thématiques, donc on va avoir pardon, excusez-moi, je suis en train de relire mes notes et de retrouver l'endroit où je l'avais noté. Non, mais c'est pas les prénoms, mais on va avoir voilà des questions sur l'attribution du genre, on va avoir le lesbianisme politique d'une certaine manière, la critique féministe du couple hétérosexuel classique, la PMA pour toutes qui est un peu l'horizon de la suggestion fantastique de la thématique initiale. Et j'ai un peu l'impression que Donzelli picore partout à plein d'endroits dans quelque chose qui est un peu de l'énumération et qui est du coup un petit peu qui manque un peu de sincérité. Voilà, j'ai l'impression que la série ramasse comme ça tous les sujets et sans vraiment qu'aucun de ces registres ne soit vraiment habité. Oui, on a une petite impression, peut-être Olivier Joyard, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais que la forme du conte a du mal à s'articuler véritablement avec ce que la série entend de raconter, parce que je pense qu'elle entend vraiment raconter quelque chose sur le contemporain. Et ces deux choses-là, la forme conte un peu fantastique et le discours, ça colle pas très bien. Olivier Joyard. Ouais, je suis en effet pas tout à fait d'accord. Je me doutais. Je le savais en fait. Là, ce
contemporain-là, c'est pas le contemporain. Enfin, ce que décrit Théo et ce que vous décrivez, c'est comme si c'était le programme d'une série, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une approche extrêmement multiple de l'expérience féminine dans cette série. C'est même le principe de base, je dirais, mais toujours en détournant l'ordre établi. C'est-à-dire que c'est vraiment le sujet. C'est à quel moment le corps d'une femme qui ne fait pas ce qu'on attend de lui dérange l'ordre du monde ou pas. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment ça le sujet. C'est ce qui se joue autour de Miu Miu et de cette grossesse d'une femme septuagénaire qui est évidemment un élément de conte a priori très puissant, dont finalement la série ne fait pas tant de choses que ça, si ce n'est de saupoudrer, je dirais, une forme de magie un peu sur tous ces personnages, parce que à tous les personnages, il va arriver quelque chose d'un peu, une expérience de transformation, je dirais. Et donc, de ce point de vue-là, ce dont on parle, ce féminisme-là, disons, ou cette façon de voir l'expérience féminine, c'est celle de Valérie Donzelli. Moi, je la vois pas du tout comme le respect d'une doxa. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de séries féministes très puissantes ces dernières années qui, pour certaines, respectaient d'une façon très franche cette doxa, qui étaient vraiment des séries politiques, féministes et démonstratives, que moi, par certains aspects, j'aimais beaucoup, notamment Transparente de Joey Soloway. Mais ici, je suis absolument charmé par le sentiment que Valérie Donzelli découvre son sujet à mesure qu'elle le filme. C'est-à-dire que, comme elle découvre le genre de la série, elle a fait 5 longs métrages, je crois. C'est quand même une cinéaste relativement installée, avec des hauts et des bas, bien sûr. Enfin, La guerre est déclarée était un peu son hit il y a 8 ans, je crois. Mais là, je retrouve un peu de sa fraîcheur inaugurale, je dirais, de son premier film, La Reine des Pommes, qui était sur une rupture amoureuse, filmé plus ou moins en Super 8, il me semble, enfin, en tout cas, dans format carré. Il y avait peut-être que le film n'était pas tout en Super 8, mais je sens vraiment dans Nona ce souffle-là, ce souffle de la découverte. Et la série est loin d'être parfaite. Je suis absolument pas en train de dire que c'est le chef-d'œuvre de l'année, mais j'ai le sentiment qu'en plus, elle déploie quelque chose d'assez puissant dans sa dernière partie, notamment. Oui, il y a quand même une patte assez singulière de Valérie Donzelli dans la série, dans la manière de filmer les intérieurs, un peu vaudevillesque, avec ses portes qui claquent, ses escaliers. Enfin, il y a une sorte de géographie dans le cinéma de Valérie Donzelli qu'on retrouve vraiment là, dans la série Théo Riboton. Oui, alors moi, je dirais pas découverte, je dirais un peu opération de rattrapage. C'est un peu ça qui me dérange. D'ailleurs, c'est assez intéressant que ça se passe sur fond de quelque chose qu'on observe pas mal en ce moment, qui est un début de patrimonialisation des luttes féministes. Parce que là, on va avoir ce générique en Super 8 qui va mélanger des faux films de famille avec des archives de manifestations féministes et le personnage de Miu qui est un petit peu une Thérèse Claire, Thérèse de Montreuil, la fondatrice de la Maison des Femmes, qui est un peu une icône du féminisme des années 60-70, enfin 70 et jusqu'à son décès il y a quelques années. Et Miu est présentée comme une icône aussi de ces années-là. Moi, j'ai vu un petit peu des points communs. Mais donc voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir cette espèce de célébration un peu patrimoniale de l'histoire du féminisme et de ses acquis, qui va se transformer en fiction un peu en retard finalement, et aboutir. Moi, je trouve qu'on a un apex avec une tirade de Miu. Alors, je dis pas quand ça a lieu, etc. Je veux pas faire de spoiler, mais qui pour moi met une litanie de lieux communs et de slogans. Mais c'est montré un peu, c'est montré que c'est ancien, c'est montré que c'est un discours justement des années 70. Mais le film, il montre c'est ça. un peu c'est un peu la voiture balai de la conversation contemporaine, quoi. Et sur la géographie, alors moi, c'est intéressant de parler un peu aussi du fait que la série se passe à la Goutte d'Or, parce que je suis un peu gêné par ça. Je trouve que c'est un peu gonflé dans la mesure où on est vraiment purement dans l'importation de tous les schémas de ces fictions rive gauche, quoi, pour le dire vite, et que situer l'action dans la Goutte d'Or, un quartier très populaire marqué par l'immigration nord-africaine et d'Afrique équatoriale, c'est un peu minable dans la mesure où c'est jamais vraiment un enjeu, c'est un espèce de fond-peint. Il y a un petit côté Amélie Poulain. C'est pas un enjeu au-delà du fait qu'on trouve la rue exotique et qu'on dit bonjour à des dames en boubou, et le seul personnage noir, ou presque, c'est un mystique qui court après Nona en lui répétant que c'est un miracle et en lui apportant des offrandes. Bon, peut mieux faire. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que la série est raciste, je ne veux pas faire des procès à l'emporte-pièce, mais on est un peu dans le parachutage ou dans moi, je me suis un peu dit, c'est la dernière étape de la gentrification, quoi. D'abord, on a des coffee shops, après, on a des cavistes nature et des épiceries fines, et à la fin, il y a Valérie Donzelli qui vient tourner une série Arte, quoi. Voilà, ça m'a un peu gêné. Oui, c'était peut-être un peu risqué en effet, mais au moins elle se le tape. Enfin, je veux dire, elle se tape d'affronter le cliché de la Goutte d'Or, Olivier Joyard. Oui, alors ça,
question, je trouve ça un peu violent de dire les choses comme ça parce que en réalité, il y a moi, en fait, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est pas le point fort de la série. C'est-à-dire clairement, c'est pas une série sur cette question, mais c'est une série qui touche, qui se baigne dans quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de l'aujourd'hui et du contemporain et de l'avant. Enfin, c'est clair. Moi, je suis très sensible en fait à cette idée qu'elle ait été une sorte d'icône du planning familial. Enfin, en gros, c'est ce dont il s'agit des années 70 et qu'il y a quelque chose, une question de la transmission de l'expérience féminine et du féminisme comme pensée politique. Voilà, on pourrait penser au film de Varda, l'une chance, l'autre pas, des choses comme ça qui était aussi. Varda n'est pas, enfin, à mon sens, n'était pas la plus grande cinéaste féministe de l'histoire. Elle a fait des films sur des femmes et sur elle, donc elle a été féministe de manière très forte, mais on sentait qu'elle était aussi dans une forme de regard un tout petit peu extérieur sur ces choses-là, quoi, plus comme un air du temps. Et c'est aussi ce que fait Valérie Donzelli. Donc mais je pense qu'elle le fait d'une façon presque enchantée, quoi. C'est-à-dire qu'elle découvre ça, elle découvre des potentialités, elle les filme et elle essaye de le faire le plus au premier degré possible, parce qu'en fait c'est une rêverie. Toute la série est construite effectivement une rêverie un peu suréclairée, quoi, avec des petits renversements. C'est-à-dire le sage-femme, enfin la sage-femme est un homme. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont détournées, et moi je trouve qu'il y a un goût ludique. Ça m'emporte vraiment en fait en réalité cette façon de voir les choses. Après, c'est pas une grande série politique, ça je suis de ce point de vue-là assez d'accord. C'est-à-dire qu'on peut pas concevoir que ce soit le seul point de vue féministe dans une série française aujourd'hui. Mais je trouve que ça a vraiment le mérite d'exister, et puis ça fait partie de cet élan qu'ont des réalisateurs et des réalisatrices identifiés au cinéma, de se coltiner la série et d'en découvrir comme ça un peu l'ensorcellement possible. Nona et ses filles, la série est en ligne, accessible gratuitement sur Arte TV, et la série sera diffusée à partir du 2 décembre prochain.